Marc Lavoine n'avait sans doute pas imaginé qu'en racontant l'histoire de son père Lulu et de sa mère Michou, il écrirait un best-seller. Lulu était communiste, un peu alcoolique et surtout très attiré par les fesses des filles. Michou était catholique, mélancolique et a beaucoup souffert des frasques de son mari. Marc Lavoine s'est construit à l'ombre de ces deux-là, qu'il a enterrés depuis. Écartelé entre ce père qui ne pensait qu'à ça et cette mère qui souffrait de ça, celui qu'on appelait Trouduc est devenu Marc Lavoine. Donc c'est l'histoire de Lulu et Michou. Vous êtes le fils de ces deux-là. Ça a mal commencé pour vous parce que votre mère voulait une fille. Vous auriez dû vous appeler Brigitte. Elle a été très malheureuse, elle a eu beaucoup de chagrin, vraiment. Elle s'était tellement faite à l'idée que ce serait une fille, qu'elle s'appellerait Brigitte. Et longtemps, vous avez été aimée un peu comme une fille. Oui. Et donc habillée. Et je crois, même mon frère m'a dit qu'elle continuait à m'appeler Brigitte un certain temps. L'identité intime s'est créée autour de ça. Et vous avez dû quelquefois baisser votre pantalon pour prouver que vous aviez un zizi. Ça a été ma première façon de dire bonjour aux gens. Je baissais mon pantalon en disant « Je suis un garçon, je m'appelle Marc ». Et puis je me rendais bien compte aussi que j'étais attiré quand même par l'émotion féminine. Dans la cour de l'école, quand j'avais 3 ans par exemple, déjà, j'avais quand même une attirance pour les chaussures des filles, le son des chaussures des filles, la forme de leur corps. Donc ce petit garçon qui a failli s'appeler Brigitte était gros. Oui, j'ai été gros, oui. Il se faisait appeler Gradouble, en cours de récré. J'ai été un peu moqué, ce qui m'a permis de comprendre que ce serait pas facile, donc c'est pas mal. Mes amis qui ont été moins moqués que moi, souvent ça a été plus difficile pour eux par la suite. Moi, c'est vrai que j'ai été tout de suite taclé, donc... Et continuons après Brigitte, après Gradouble, il y a aussi Trouduc. On vous a beaucoup appelé Trouduc dans la famille. Ouais. Quelle décidée sur les prénoms. Ouais. Tout le monde m'appelait Trouduc avec gentillesse. Hein, c'était pas du tout, là, c'était pas du tout péjoratif. Et comme ils voyaient bien que j'étais quand même un peu malin, ils m'appelaient Trouduc. Donc vous étiez le fils d'une maman catho et d'un papa coco, communiste et catholique. Ça aussi, ça m'a ouvert aux jolies choses des deux côtés. Hein, la jolie chose de ceux qui pensent que être, c'est ne rien peut céder. Et puis l'autre côté, c'était le réel, la philosophie du réel, changer le monde. Votre père est rentré avec ses secrets de la guerre d'Algérie, n'a rien dit, et est rentré communiste au PTT et un peu alcoolique. C'est-à-dire que c'était une autre époque. Alors donc la clope, l'alcool et la sexualité étaient différentes. Et votre père était, comme on dirait aujourd'hui, un très chaud lapin. Vous dites, il avait une frénésie pour les fesses des filles. Oui, il était fou de ça. C'était de l'oxygène pour lui, c'était sa façon de vivre. Il le faisait d'ailleurs avec beaucoup de classe. Comme dirait Wolinski, il pensait qu'à ça. Il pensait qu'à ça, oui. Mais il y rendait hommage, il était gentil avec les filles. Donc il n'a pas aimé que votre mère, qui a été le drame de votre mère. Il a aimé ma mère, je pense, toute sa vie. Mais il l'a... Et effectivement, il plaisait beaucoup aux femmes. Il a eu jusqu'à 3 maîtresses en même temps que votre maman. Vous l'avez pris quelquefois en flagrant délit, en train de faire l'amour dans un placard. Il n'a pas fait exprès de me montrer tout ça. Je pense que les erreurs de timing l'ont un peu dépassé. Et je me suis trouvé là. Il y a eu des face-à-face. Il a vu que vous l'aviez vu? Ah oui, il m'a vu que je l'ai vu, oui. Il a vu que j'ai vu, oui. Il a vu même que j'ai lu des choses sur son visage. Il vous avez pris beaucoup à témoin de ses frasques, de son appétit sexuel, il vous parlait, je crois qu'il les appelait les gonzesses, il en parlait beaucoup, il vous en parlait beaucoup. Il a été un peu obligé de le faire, parce qu'il s'est fait piquer, quoi. Vous avez une phrase dans le livre, il dit, à propos de votre père, tu n'y es pas allé par le dos de la cuillère, mon cochon. Oui, c'est vrai. Mais c'est drôle d'appeler son père mon cochon. Oui, je l'appelais mon cochon, mais de temps en temps, j'ai dit non, il ne bouge pas du pied, mon cochon. Mais disons que ce qui m'a plutôt un peu brisé le cœur, c'est que je devais tenir le secret de mon père, malgré tout. Et consoler votre mère. Mentir. Et consoler votre mère, un peu. Oui, et être honnête avec elle. C'est-à-dire lui donner des clés aussi, sans pour ça dénoncer, désigner ou collaborer. Et je pensais ne pas avoir de choix à faire. Qu'on n'avait pas le droit de m'imposer ce choix. Entre le père et la mère? Et qu'un enfant n'est pas là pour désigner ses parents ou les juger. Je pense pas que mes parents aient fait exprès de nous faire du mal, et je pense qu'ils en ont eu beaucoup plus que nous. Et un jour, il est arrivé ce qui devait arriver, votre mère a tout découvert, et ils ont divorcé. Quand il a décidé pour une raison amoureuse, amoureux d'une jeune femme, très jeune femme, de 23, 24 ans, qui était une enfant presque encore, qui était encore à l'école, il a décidé que c'était elle, et il était tellement amoureux qu'il a décidé de mettre un peu, de faire table rase de tout le reste. Donc il a quitté petit à petit
les maîtresses officielles, celles qui étaient là depuis très longtemps, les amis de la famille. Et puis, voilà, des coups de téléphone ont dénoncé mon père, quoi. Donc, voilà, donc il s'est retrouvé devant... Vous dites il est parti la queue basse. Ouais, avec les clés de voiture et sa liberté. Ce qui est déjà pas si mal. Parce que c'est vrai que ma maman, là, je l'ai vue très, très en forme et très drôle. C'est quand elle lui a dit je vais te raser. Hein. Et vous, dans votre vie sentimentale, dans votre vie sexuelle, est-ce que c'est compliqué d'avoir un père comme ça, si débordant de sexualité? Alors, il y a une phrase de Zaza Gabor qui dit je suis très mauvaise en matière de sexualité parce que j'ai toujours été mariée. Et je vous avoue que moi, j'ai toujours été très, très amoureux des femmes que je côtoyais. Vous aimez vous occuper des gens cabossés, par exemple les autistes. Est-ce que ça a à voir avec votre histoire à vous de quelqu'un qu'on a regardé comme différent pendant très longtemps? On l'a pris pour une fille dans un premier temps et pour un gros lard après. Moi, j'avais des gestes obsessionnels. Je me berlinais, un mot que j'avais inventé avec ma mère. Ce qui veut dire? Berliner, c'est ça. Je me faisais ça et je faisais ça la nuit, souvent le soir pour m'endormir, pour me calmer, pour me détendre. Et ensuite, dans le bus, j'ai rencontré des jeunes gens qui avaient des mouvements, mais qui ne les cachaient pas. Ils me montraient à moi tout ce que je cachais. Vous parlez des enfants autistes que vous avez rencontrés? Que je rencontrais dans le bus quand j'étais adolescent. Et que j'ai rencontré plus tard, en 92, avec qui je travaille depuis. On est tous abîmés. Même les gens qui d'apparence parfois ne l'ont pas, n'ont pas l'air d'être abîmés. Il y a des grandes entailles dans les êtres humains. Sauf que vous, avec vos yeux revolver, votre voix de fumeur de gitane, vous avez l'allure et l'aspect du beau mec. Lorsqu'on fait les sondages d'ailleurs, je crois que vous êtes en tête de liste des hommes avec qui les femmes aimeraient passer une soirée. Les femmes mariées. Des femmes mariées. Donc, ça vous a plu? Non, mais c'est rigolo de pouvoir le dire dans un magazine, quoi, de dire oui, moi, si je trompais mon mari, ce serait avec lui. Je trouve ça audacieux. Les femmes ne manquent pas d'audace, hein. Ni d'humour d'ailleurs. Et comment vous débrouillez justement avec cette image un peu lisse de fantasme de femme mariée? C'est pas pour ça que j'ai envie d'être reconnu. Vous savez, quand on se couche, on a nos doutes. On se retourne comme des crêpes, on a du mal à dormir, on n'est plus rien. Quand on est sur scène ou quand on est en train de travailler, on oublie son enveloppe. C'est une très bonne thérapie pour oublier son corps. Votre père est un enjoliveur, un menteur. Ouais. Est-ce que vous êtes un enjoliveur et un menteur? Non, je suis pas tellement menteur. Je suis un enjoliveur, oui. Vous avez quel âge aujourd'hui? 52. Est-ce que vos parents vous manquent encore? Quand un enfant nous arrive, on a les mêmes larmes que quand un parent s'en va. C'est les mêmes. Oui, ils me manquent, mais ils m'ont laissé des... Les gens qui disparaissent, qui vous quittent, vous laissent quelque chose en partant. Pour la vie entière. Et que vous devez transmettre. Donc vous les avez là. Et puis vous ouvrez des portes avec des clés qu'on vous a données, et vous comprenez des choses encore. Et donc je continue à avoir des conversations avec eux, d'une certaine façon. J'ai eu de la chance d'avoir des parents comme ça, et d'être élevé dans cette banlieue. Ça m'a construit.